Bonjour à toutes et à tous. Correction de l'activité 5 du chapitre 1 sur les éléments chimiques. Cette activité 5 va nous permettre d'aborder ce qu'on appelle la demi-vie radioactive et puis une méthode de datation euh, d'éléments. Euh, et donc, on va voir ça avec là, l'exemple, je vais lire l'énoncé, hein, la chaîne des puits est le plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. Son activité a débuté il y a 95 000 ans et s'est arrêtée il y a 5 000 ans environ. On a récupéré un fragment de bois emprisonné dans la coulée de lave correspondant à la formation du puits Chopin. Après analyse, le rapport carbone 14 sur carbone total est égal à 0,32 10 puissance moins 12. L'objectif est de dater cette éruption volcanique. Alors, on comprend bien qu'il va falloir utiliser ce rapport qui a été analysé là, de carbone 14 sur carbone total. Alors, c'était un rapport pris dans un fragment de bois. Alors, pourquoi le carbone 14? Pourquoi utiliser le carbone 14 pour dater? Alors, dans le document 1, on vous donne des éléments. On vous dit que l'élément carbone présent sur Terre et ailleurs contient deux isotopes stables, le carbone 12, celui qu'on connaît très bien, le carbone 13, et puis un isotope radioactif, le carbone 14. Donc, si vous avez bien compris l'activité 4, ce carbone 14 va subir une désintégration nucléaire. Et donc, sa quantité va s'amoindrir au fur et à mesure des désintégrations successives. Le reste du texte nous dit: la Terre est bombardée en permanence par des particules très énergétiques en provenant du cosmos. Ce rayonnement cosmique est à l'origine de la formation du carbone 14. Donc ce carbone 14, voilà, il est produit dans la haute atmosphère. Puis après, ces éléments vont pouvoir se répartir sur la Terre. Ces réactions ont lieu de manière continue et maintiennent une teneur constante en carbone 14. Alors ça, c'est une info importante. Le carbone 14 dans l'atmosphère terrestre, eh bien, sa teneur, son rapport par rapport aux autres éléments carbone, le carbone 12 et le carbone 13, eh bien, la proportion reste identique globalement sur la Terre. Ce rapport est écrit juste en dessous. Il y a un atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes de carbone au total. Alors c'est vraiment très faible, 1000 milliards, donc 10 puissance 12 atomes de carbone. Eh bien, sur ces 1000 milliards, vous en avez un seul qui est radioactif, donc de carbone 14. Ce carbone 14 va voyager, évidemment. On va le respirer avec le CO2 présent dans l'air. Il va être assimilé par les plantes, les animaux. Et donc, ce carbone 14 va se répartir sur Terre dans tous les éléments possibles. Et, par exemple, dans les organismes vivants, les plantes et les êtres vivants, comme nous, par exemple, et les animaux. Donc, on peut dire que nous, êtres humains, plantes, animaux, nous avons une proportion carbone 14 toujours identique, très stable, globalement de 1 atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes de carbone. Tant que nous restons vivants, que nous respirons, que nous alimentons, cette proportion va rester stable. Mais une fois qu'on meurt, le carbone 14 va se désintégrer, comme on l'a vu à l'activité 4, donc sa quantité va diminuer, mais ne sera pas remplacée, vu qu'on ne respire plus et qu'on ne s'alimente plus. Donc c'est pour ça qu'il termine en disant que la quantité va diminuer au cours du temps, la quantité de carbone 14. Cette diminution,
elle est connue, on sait comment ça va diminuer. De quelle manière, avec quelle, entre guillemets, «vitesse» ça va diminuer au cours du temps, la quantité, de carbone 14. Elle est ici dans le document 2, avec cette courbe de décroissance du carbone 14. Chaque élément radioactif a une courbe de décroissance particulière. Elles ne sont pas identiques. L'allure a l'air identique, mais les valeurs, là on voit, utilisées, heu, sont différentes. Ça décroît avec une vitesse différente. Ça prendra plus de temps pour certains éléments radioactifs et beaucoup moins de temps pour d'autres. On le verra avec des exercices sur des éléments radioactifs différents. Là, on s'intéresse au carbone 14. Alors, on va reprendre la première question de l'activité. Rappeler l'origine du carbone 14 et indiquer comment évoluer sa proportion, carbone 14 sur carbone total, dans un organisme. Donc si vous m'avez bien écouté, si vous avez bien lu le texte, le carbone 14 est produit dans la haute atmosphère à partir des rayons cosmiques, hein, des rayons qui viennent, qui traversent l'univers, qui viennent des étoiles, voilà, les rayons cosmiques. Un organisme va contenir une proportion stable de carbone 14 au cours de sa vie, par les échanges multiples, respiration, alimentation. Et après sa mort, le carbone 14 n'est plus renouvelé, se désintègre, la proportion diminue alors. Cette particularité des éléments radioactifs de se désintégrer de manière connue, et en plus de ce carbone 14 présent dans les éléments vivants, eh bien, ces 2 éléments vont faire qu'on va pouvoir inventer une technique de datation. On va d'abord essayer de comprendre cette, courbe de décroissance à l'aide de la deuxième question. Vérifier qu'au bout de 5730 ans, la proportion de carbone 14 est divisée par 2. Alors, on lit l'axe des abscisses, on voit que c'est en milliers d'années, 2000, 4000, 6000, 8000. Donc 5730 ans va se retrouver dans cette zone. On retrouve un petit peu, donc 4004, 4008, 5002, 5006. Voilà, on est un tout petit peu après 5006. Et donc, par lecture graphique, on remonte avec une verticale 5730 ans pour retomber sur une ordonnée. Oui, c'est ça, une ordonnée. Et on arrive aux alentours de 50%. Et 50%, c'est bien une proportion qui a été divisée par 2. S'il nous reste que 50% de ce qu'on avait au départ, on a bien la moitié de restant. Cette durée de 5730 ans, pour le carbone 14, on lui a donné un nom spécifique. On parle de temps de demi-vie ou de période, et ça correspond à chaque fois pour chaque élément radioactif à la durée qu'il a fallu pour n'avoir plus que la moitié de la quantité de matière initiale radioactive. Dans la troisième question, vous demandez quel pourcentage de carbone 14 initial reste-t-il dans l'échantillon après 2 demi-vies? Donc je rappelle, la demi-vie, c'est la durée pour laquelle il faut que la moitié de mes noyaux instables et radioactifs ait disparu. Au bout d'une demi-vie, voilà, il nous en restait à peu près 50. Une deuxième demi-vie, c'est à nouveau 5730 ans. Donc je me décale sur le graphique pour me placer à 11 460 ans.
toujours par lecture graphique, une verticale en abscisse, puis une horizontale en ordonnée. Et je me retrouve à environ 25%. 25%. À 5730 ans, il me restait 50% environ. 5730 ans plus tard, donc une nouvelle demi-vie, j'ai plus que 25%. Et 25%, c'est environ, ça va être, pardon, la moitié de 50%. Donc j'ai bien divisé par 2 ma quantité initiale. Ma quantité initiale était de 50. 5730 ans plus tard, je n'ai plus que la moitié. 25. Une troisième demi-vie. Alors pardon, oui, je fais le bilan. Après 2 demi-vies, eh bien j'avais bien 25% restant, ou un quart. Hein, voilà, on se rappelle que les 2 proportions sont équivalentes. Après 3 demi-vies, donc à nouveau 5730 ans, je pense que vous avez commencé à comprendre. Je pars de 25, une demi-vie plus tard, je n'aurai plus que la moitié, et on sera aux alentours de 12,5. À chaque demi-vie supplémentaire, on divise par 2 la quantité initiale. Après une quatrième demi-vie, eh bien, si on part de 12,5, bah, il va falloir la moitié, et on est à 6,25. Je vous ai mis à côté les proportions en 1 sur, 25% 1 quart, 12,5 1 huitième, 6,25 1 16e. On voit bien que pour passer d'un rapport à l'autre, il y a eu un fois un demi. Ah oui, on divise par 2. Hein. On prend que 50% de ce qu'on avait au départ. Et donc finalement, on peut généraliser cette formule. En mathématiques, ils aiment bien mettre des formules générales. Et on vous parle de n demi-vie. Donc ce n, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Et donc on va avoir une formule générale, bon, qui ne sera pas à prendre dans le cadre de l'enseignement scientifique, mais on peut essayer de l'imaginer. Et en fait, il y aura un lien avec ce divisé par 2. Et on peut remplacer ça par des puissances. Parce qu'à chaque fois qu'on divise par 2, on divise toujours par la même chose. Ça fait appel à la notion de puissance. On divise par 2 une première fois, on divise par 2 une deuxième fois, donc on a divisé 2 fois par 2. Ça fait 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Et du coup, bah, on va pouvoir ressortir comme formule un 1 sur 2 puissance n pour avoir la proportion finale après n demi-vie. On vérifie avec un petit tableau juste. Si n vaut 1, 2 puissance 1, bah, ça fait toujours 2, donc 1 demi. Donc au bout d'une demi-vie, j'ai bien la moitié. Au bout de 2 demi-vies, 1 sur 2 puissance 2, donc 2 au carré, 2 fois 2, 4, j'ai bien 1 quart. Au bout de 3 demi-vies, 2 puissance 3, donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 1 huitième, et pareil pour 4, donc 1 16e. Voilà. Donc cette période radioactive ou temps de demi-vie, bah, elle nous permet de faire un lien entre la quantité, le pourcentage de carbone 14 restant, ou la proportion. Est-ce qu'il m'en reste un quart? Est-ce qu'il m'en reste un huitième? Est-ce qu'il m'en reste un 16e? Et la durée, l'âge de l'objet qui contenait du carbone 14 à l'origine, mais qui en a de moins en moins. Voilà. Et on arrive sur cette dernière question, qui est en fait la problématique de l'activité. Donc la problématique de l'activité, dater cette éruption à partir d'une analyse d'un fragment de bois. On vous donne
le rapport carbone 14 sur carbone total. Donc l'analyse, ce principe de datation, ça a été Willard Libby qui l'a mis au point. Et il a bien utilisé cette expression de la demi-vie, la période de demi-vie. Il aura besoin donc de la courbe de décroissance radioactive et il a besoin du rapport en carbone 14 restant sur un carbone 14 total, sur un carbone total. Donc la quantité de carbone 14, elle se récupère par des mesures de radioactivité ou par spectrométrie de masse. Donc c'est des techniques qui permettent d'avoir des rapports, des quantités de matière. Alors, comment on va s'en sortir pour répondre à cette question à l'aide des documents datés la coulée de la lave? On m'a fourni, pour le fragment de bois, son rapport 0,32 x 10 puissance moins 12. On a le taux de carbone initial, donc on devrait pouvoir sortir un pourcentage que je vais vous remettre ici. Le rapport dans le bois vaut 0,32 10 puissance moins 12. Au moment de la coulée, la proportion, elle, était de 1 sur 1 1000 milliards, 1 sur 10 puissance 12, donc 1 sur 10 puissance moins 12. 1 fois 10 puissance moins 12. La proportion est donc passée de 1 à 0,32. Au départ, quand le fragment de bois était vivant, avant la coulée de lave, il contenait 1 fois 10 puissance moins 12 en proportion de carbone 14. Et là, avec la mesure actuelle de ce morceau de bois, on n'est plus qu'à 0,32. Donc la proportion est passée de 1 à 0,32. Si on passe en pourcentage, ça fait qu'il reste 32% de carbone 14. Et grâce à cette mesure, on va pouvoir reporter ça sur la courbe de décroissance. Mais on va aller dans l'autre sens ce coup-ci par rapport à ce qu'on avait fait à la question 2. On va se placer à 32%, tracer une horizontale et par lecture graphique, retrouver un âge. Et on va donc estimer qu'on est environ à 9200 ans pour l'âge de ce fragment de bois. On peut donc estimer que ce fragment de bois, la coulée, a eu lieu il y a 9200 ans environ. Et donc, par exemple, dire qu'il y a eu une éruption il y a environ 9200 ans à cet endroit, dans ce puits, dans ce volcan. On peut le faire avec d'autres objets, du moment qu'ils ont été vivants, c'était des organismes vivants, et donc qui respiraient ou qui s'alimentaient, et donc qui contenaient du carbone 14. C'est vraiment la base pour faire une datation au carbone 14. Voilà. Cette technique a une limite, c'est la lecture graphique convenable, et on estime qu'on peut aller jusqu'à environ 50 000 ans par lecture graphique de datation. Pour dater des objets plus anciens, il faudra utiliser d'autres techniques. Donc le carbone 14 fonctionne bien, mais a des limites. Voilà. Donc si je reprends les objectifs prévus pendant cette activité, alors vous devez connaître maintenant cette notion de demi-vie. La demi-vie d'un noyau radioactif est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux présents dans un échantillon se soient désintégrés. Que cette demi-vie, cette période, est caractéristique d'un noyau radioactif. Donc si je prends un autre noyau radioactif que le carbone 14, je n'aurai pas 5730 ans. Donc cette information est soit à redécouvrir, soit donnée dans l'énoncé d'un éventuel exercice. Vous devez savoir calculer un nombre de noyaux restants, ou un pourcentage, un rapport, une proportion,
au bout de n demi-vie, donc très souvent ça va être 2, 3, 4, voilà, que ce soit facile à lire sur un graphique. Estimer une durée pour obtenir une certaine proportion, donc si on demande, tiens, combien de temps il va falloir pour arriver à 30 de noyau restant? Toujours par lecture graphique. Et estimer, ça veut bien dire que, vous pourrez pas être exact, heu par lecture graphique. Heu, il faudra toujours préciser que votre valeur c'est un environ. Donc utiliser la courbe de décroissance pour déterminer la durée d'une demi-vie. Donc je pense que vous avez compris qu'il faut se placer à 50 de la proportion, proportion à 0,5 ou 50 de noyau restant pour obtenir la demi-vie. Et globalement, savoir utiliser cette décroissance radioactive, cette technique, pour réaliser une datation. Partir du pourcentage restant pour arriver à une durée. Voilà, j'ai la correction d'activité 5 est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté.